Maintenant, nous allons voir spécialement comment se contractent les muscles squelettiques. Donc, les muscles squelettiques, ce sont des cellules. Alors, les muscles squelettiques sont formés de fibres. Chaque fibre est une cellule musculaire et cette cellule musculaire est formée de myofibrilles. Vous devez savoir qu'une cellule musculaire représente à peu près 30 cm. Les myofibrilles, on a vu de l'actine et de la myosine, d'accord, qui, pour le muscle squelettique, vous vous souvenez bien, elles sont formées sous forme, du moins, elles sont rangées sous forme de bandes et elles sont très organisées, d'accord. Donc l'actine, ce sont des filaments comme ça, des protéines qui sont des petites protéines rondes, d'accord, qui vont s'enrouler les unes sur les autres, alors que la myosine, ce sont deux fils de protéines aussi avec des têtes de myosine. Donc, on va voir ici comment là se positionnent l'actine et la myosine dans le muscle. Donc ici, on a un muscle avec des os et on va couper le muscle transversalement pour pouvoir voir une coupe de muscle. Là, vous avez le muscle, à l'intérieur, vous avez des faisceaux et ça, c'est une fibre musculaire. Une fibre musculaire avec des noyaux à la périphérie, comme on l'a dit, et une fibre musculaire est égale à une cellule. Chaque cellule est formée d'actine et de myosine, qui sont des myofilaments, d'accord, et qui sont très très bien organisés en bandes, comme vous voyez, bande A, bande I, bande 1. D'où l'effet, quand vous regardez au microscope, cet effet de strié, c'est-à-dire de Chisgili. Maintenant, nous allons voir à l'intérieur comment sont rangées l'actine et la myosine. Donc ici, on a de la myosine qui est à l'intérieur. L'actine, les filaments fins d'actine, ils sont rangés dans un sarcomère qui est délimité par deux strizèdes, celle-là et celle-là. Et regardez ce qui se passe quand il y a contraction ou relâchement. Alors là, on va rester sur relâchement. Quand vous relâchez, vous voyez que les strizèdes qui délimitent donc ici un sarcomère, c'est-à-dire une unité de contraction, là vous avez un autre sarcomère et là un autre sarcomère, eh bien ces strizèdes vont bouger, d'accord, grâce à l'action de la myosine sur l'actine, on va le voir tout à l'heure plus en détail, et ce sarcomère va se raccourcir, d'accord. Alors, vous avez des particularités à ce sarcomère. Vous voyez, vous avez des bandes I. Les bandes I, elles sont spécialement formées ici. Je vais vous montrer. Là, elles viennent de là à là. Voilà. Donc, elles sont entre deux myosines. La myosine du premier sarcomère ici et la myosine du deuxième sarcomère ici. Donc, ici, vous n'avez que des filaments d'actine. Donc, bande I, c'est que de l'actine. Maintenant, la bande A qui est entre là et là, elle est formée donc des filaments d'actine et de myosine, actine, myosine, et comme ça, qui se superposent. Voilà, c'est un mélange. Et vous avez donc les strizèdes qui sont ici les extrémités de chaque unité. D'accord? Voilà, là et là, de chaque unité de contraction. Entre deux strizèdes, donc vous avez ce que l'on appelle un sarcomère. Voilà. Donc, on regarde là, on voit que les filaments sont relâchés. Maintenant, comment ils sont contractés? Quand ils sont contractés, nous pouvons voir donc la contraction normalement. On va revenir un petit peu en arrière. Voilà, pour voir la contraction. Voilà. Donc, quand ils sont contractés, vous voyez que la strizède, elle s'est déplacée vers l'intérieur. Donc, les deux strizèdes se rapprochent ici, pardon, se rapprochent ici et ici. Voilà. Ce qui fait que l'actine se rapproche ici et ici. Donc l'espace là est beaucoup plus petit que tout à l'heure. Et donc les bandes I vont se rapprocher. Voilà. Maintenant, on va voir le vrai mécanisme entre l'actine et la myosine, savoir comment l'actine et la myosine arrivent à glisser l'une sur l'autre. On y va. Donc, on a encore une vidéo, voilà, qui va nous permettre de voir ça. Donc, on y va. Voilà. Donc maintenant, la contraction grâce à l'actine et la myosine. Donc ce que vous devez comprendre ici, c'est que cette
ce filament-là, c'est de la myosine. Elle se finit par des têtes. Il y a plusieurs têtes donc sur la myosine. Et là, vous avez donc de l'actine. Et les deux vont communiquer, vont s'accrocher. Tout à l'heure, j'ai dit que le réticulum sarcoplasmique était un dépôt de calcium. Et le calcium va permettre à l'actine et à la myosine de se coller, que les têtes de myosine se collent à l'actine. Maintenant, vous regardez là, la molécule qui est représentée là et qui vient de perdre un phosphate, c'est de l'ATP. Donc, vous avez automatiquement besoin d'hydrolyser de l'ATP pour coller, pour déplacer les têtes de myosine, vous allez le voir, et vous allez aussi besoin d'avoir de l'ATP pour décoller les têtes de myosine. Donc, on regarde ça. Donc là, on vous montre la contraction. Vous voyez bien que les strizèdes se rapprochent, voilà, et que ici, on va avoir un mécanisme entre les têtes de myosine et les filaments d'actine, voilà. Vous utilisez donc ici de l'ATP, voilà, hydrolyse, on perd un phosphate et ADP est parti, et ça permet le mouvement des têtes de myosine et donc de tirer l'actine et de rapprocher les actines. On réutilise de l'ATP pour décrocher les têtes de myosine. Voilà. On va utiliser du calcium pour coller et on réutilise. Voilà. L'ATP va être utilisé donc pour décoller, pour faire le mouvement de la tête de myosine et aussi pour décoller la tête de myosine. Voilà. Et faire glisser donc le filament d'actine sur le filament de myosine. Maintenant, nous allons voir cette jonction. Alors, regardez ça. Vous avez comment les muscles, on a dit que les muscles étaient contrôlés par le système nerveux volontaire, on est pour le squelettique, les autres c'est autonome, mais là c'est volontaire, donc il y a forcément une synapse, une connexion avec un axone ici, et ici un muscle. On appelle ça une jonction neuromusculaire, ou une synapse neuromusculaire. Donc dans un premier temps, on va avoir donc un message, un stimulus qui va arriver ici, libération d'acétylcholine. L'acétylcholine va donc créer un potentiel d'action sur le muscle et ce potentiel d'action va se déplacer dans des petits tubes, les tubules T, et aller automatiquement exciter donc les réticulums endoplasmiques ou sarcoplasmiques plutôt, qui ont donc du calcium. Ils vont libérer le calcium. Le calcium va se mettre entre les têtes de myosine et l'actine et ça va permettre de coller les têtes de myosine à de l'actine. Ensuite, on va donc utiliser de l'ATP, hydrolyser de l'ATP pour faire les mouvements entre la tête de myosine qui va tirer l'actine, après encore de l'ATP pour décoller la tête de myosine et la repositionner. Et ensuite, quand le muscle se met au repos, eh bien, les calciums vont être repompés dans le réticulum sarcoplasmique. Donc, on va voir ce que c'est qu'une jonction neuromusculaire, ici, d'accord? Donc, on y va. Là, vous avez le muscle, vous avez des faisceaux, vous avez des fibres. Ici, ce sont des cellules et qui font des synapses avec des nerfs là. Quand on voit le détail, on voit ici donc l'axone avec les neurotransmetteurs libérés, acétylcholine, qui vont aller exciter donc les réticulums endoplasmiques. Les réticulums endoplasmiques vont libérer donc le calcium pour pouvoir coller la tête de myosine à l'actine et que après, en utilisant de l'ATP, la myosine va faire glisser l'actine et donc là, le muscle va se raccourcir. On regarde le rétrécissement, le raccourcissement, voilà. Et là, on voit, alors je refais le raccourcissement, voilà. Voilà. Donc le schéma, c'est que vous voyez bien que le muscle va se raccourcir, d'accord. Et donc voilà ce que l'on voit, une jonction avec des petites vésicules, les fentes, les vésicules ici, et là on a du muscle. Regardez, c'est bien strié. Donc voilà, et maintenant, donc vous devez avoir compris qu'il y a certaines parties entre la contraction et le relâchement qui bougent. Par exemple, les bandes A ne changent absolument pas. Par contre, les bandes I vont devenir plus petites à la contraction, ainsi que la bande Z. Le sarcomère deviendra plus petit, mais les tailles d'actine et de myosine ne changent pas. La quantité de calcium dans le cytoplasme va forcément augmenter
parce qu'il est libéré. Et voilà.